Ici en France, une gigantesque construction est prévue. Ce serait inédit dans l'histoire récente du pays, certains parlent même de projets pharaoniques. Ce projet, c'est d'abord des chiffres faramineux. C'est l'équivalent au niveau terrassement du premier canal de Suez. Alors je n'en avais jamais entendu parler, mais si les délais sont tenus, elle devrait être terminée dans à peine 6 ans. Ce projet, il est présenté comme une solution écologique, mais vous verrez, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Salut, c'est Lucas. Plongeons en France, juste ici, en gros entre Lille et Paris. Sur plus de 100 km, il faut imaginer un gigantesque canal. Dessus naviguent d'immenses navires. L'objectif affiché, révolutionner le transport en le rendant moins polluant. Pour donner une image parlante, c'est 1 million de camions en moins sur la route par an. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce qu'en principe, le transport par bateau, ça pollue moins que le transport par camion. Mais j'ai vu aussi que d'autres personnes s'opposent fermement au projet, notamment au nom de l'écologie. C'est du greenwashing total. J'ai donc voulu en savoir plus. Quels peuvent être les effets sur l'environnement de ce projet surnommé le chantier du siècle? Peut-il vraiment remplacer 1 million de camions? Je vous explique. Nous sommes en septembre 2022 et ces pelleteuses commencent à déplacer une rivière. Et oui, vous avez bien entendu, pour pouvoir ensuite faire passer le canal ici, il faut déplacer cette rivière, l'Oise, de plusieurs dizaines de mètres, et ça sur une longueur de plusieurs kilomètres. Voilà ce que ça donne au fil du temps. En toute honnêteté, je trouve ça assez impressionnant. Et ça, c'est qu'un tout petit aperçu des travaux colossaux que ce chantier du siècle implique et qu'il reste à faire, vous allez voir. Alors en France, c'est unique, puisque la dernière fois qu'on a investi fortement dans la voie d'eau, c'était dans les années 60. Alors avant de voir pourquoi certains le qualifient de destructeur et d'autres le qualifient de solution écologique qui respecte l'environnement, j'ai voulu savoir à quoi pourrait ressembler ce canal concrètement et à quoi il pourrait servir. Le canal Seine-Nord, c'est un canal à grand gabarit qui permet de relier Compiègne dans l'Oise à Aubanchol-au-Bac. C'est un projet de la transition écologique qui va permettre au transport fluvial de se développer. Car l'objectif affiché, c'est notamment de le connecter d'un côté à l'Oise et à la Seine pour aller vers Paris et plus loin vers Rouen et le port du Havre, et de l'autre côté à plusieurs canaux et fleuves, dont l'Escaut pour aller à la fois vers Dunkerque, mais aussi vers des ports du nord de l'Europe. Mais concrètement, quels navires ou marchandises on peut imaginer dessus? Les bateaux classiques qui circuleront sur le canal Seine-Nord, c'est plutôt des bateaux de 1300 tonnes, 3000 tonnes. Alors c'est tout type de marchandises, à la fois on appelle des pondéreux, donc des céréales par exemple, mais également des biens de consommation classiques, notamment à travers le transport par conteneur. Dans ce but-là, le canal qui a été imaginé, il fait 107 km de long et 54 mètres de large. Tout au long de ce parcours, ce projet il implique de nombreux aménagements, déjà creuser le lit du canal, mais aussi construire 7 grandes écluses, des ponts, des ports, etc. Déjà, je me suis demandé combien d'eau ça représentait et comment on remplissait tout ça. Pour remplir ce canal, il faut 21 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 6000 à 8000 piscines olympiques. L'eau, on sait que c'est une ressource précieuse, alors d'où viendrait toute cette eau? Donc il y a un choix très clair qui a été fait, c'est de ne pas prélever l'eau dans les nappes phréatiques. Et donc cette eau, elle provient d'un prélèvement dans l'Oise. Et cette eau, elle est prélevée dans une période favorable, c'est-à-dire en dehors des périodes sensibles. Pour le remplir la première fois, le site du projet prévoit entre 3 et 7 mois répartis sur 2 hivers. Face aux craintes sur l'eau, les promoteurs mettent aussi en avant l'étanchéité du canal permise par 40 cm d'argile au fond et ce qu'ils appellent le recyclage de l'eau qui devrait être fait au niveau de plusieurs écluses. Au lieu de faire transiter cette eau du bief amont vers le bief aval, finalement, on va la stocker dans des bassins d'épargne qui se situent à côté de l'écluse pour remplir l'écluse au moment de la montaison d'un bateau. Selon les promoteurs, le débit de l'Oise suffirait à remplir le canal 90% du temps en conditions normales. Et pour continuer d'alimenter le canal quand le débit serait insuffisant, eh bien le projet prévoit un aménagement spécifique à cet endroit. Appelé réserve ou retenue de l'Ouette, c'est un gigantesque réservoir de 14 millions de mètres cubes d'eau. Ils prélèvent de l'eau dans l'Oise, mais après il faut faire remonter l'eau tout en haut. Mais c'est des installations de pompage gigantesques. Ça fait à peu près la consommation domestique d'une ville de 30 000 habitants, juste pour le canal. La dernière commission d'enquête publique, elle pointe une autre inquiétude. Elle révèle une relative fragilité du canal au regard de situations de sécheresse longues et importantes. Selon elle, avec le réchauffement climatique, 2 années de sécheresse estivale consécutive, avec des pluies faibles entre ces 2 étés,
ne peut pas être totalement exclu. Ils n'ont pas pris en considération le réchauffement climatique au bon niveau. Ils reprennent comme exemple la sécheresse de 1976 comme étant un exemple d'une sécheresse que l'on ne rencontrera presque pas. Puis même en 2022, ça passe crème aussi, alors qu'en fait, ça sera des étés classiques. Alors, le changement climatique fait partie intégrante de nos études. L'année la plus sèche qui a jamais été enregistrée dans l'Oise, c'est l'année 1976. Si on retrouvait une année comme 1976, la retenue Louette, elle serait vidée aux 2/3, et donc il nous resterait 1/3 de sécurité pour pallier à une évolution future. Ensuite, un chantier d'une telle ampleur, qu'est-ce que ça implique pour la nature et les animaux présents tout au long du tracé ? Le site du canal, il met en avant la préservation de la faune et de la flore et il met en avant un canal vivant au service de la biodiversité du territoire. Vous voyez cette zone avec des arbres, eh bien elle était présente sur le tracé du futur canal. Voici une photo plus récente au même endroit, prise par un opposant au canal. Toute cette partie-là, toutes ces méandres-là, en fait, ont été totalement rasés. Pour permettre la construction, ce type de coupe d'arbres, il doit y en avoir à plusieurs endroits du tracé. Et les pelleteuses, elles vont devoir retirer 78 millions de mètres cubes de déblais. Ça, pour vous donner une idée, ça fait environ 30 fois le volume de la grande pyramide de Gizeh. Selon un avis de 2022 de l'autorité environnementale, ces travaux devraient donc déranger des animaux, détruire des endroits où ils vivent, où ils se reproduisent, ou encore limiter leur déplacement. Et ils peuvent aussi entraîner la mort directe d'animaux qui ne pourraient pas fuir. L'autorité environnementale indique néanmoins que de nombreuses mesures sont prévues par le projet. On a plusieurs ouvrages importants, comme un pont-canal qui va enjamber la rivière Somme, qui fait à peu près 1,3 km. C'est finalement une mesure d'évitement, puisqu'on va complètement préserver la vallée de la Somme. Elle va conserver finalement sa richesse biologique telle qu'on la connaît aujourd'hui grâce à cet ouvrage. Malgré ces mesures visant à éviter et à réduire certains effets négatifs sur l'environnement, l'autorité environnementale explique que le projet aura quand même un impact sur environ 710 hectares, soit près de 1000 terrains de football, et que ça impacte plusieurs animaux protégés comme ceux-ci. Face à ces impacts, les promoteurs promettent d'autres mesures qui visent, elles, à compenser ces destructions. On a une quarantaine de sites de mesures compensatoires. Il y en a un dont je peux parler plus particulièrement, donc c'est la reconstitution d'une rivière qui s'appelle la Tortille. On va complètement recréer une rivière avec des méandres. La dernière commission d'enquête publique en date indique que le projet s'est engagé à recréer ou à restaurer au minimum 2,3 fois plus d'habitats naturels d'intérêt qu'il n'en détruit. En fait, cette histoire de compenser les potentiels dégâts, c'est quelque chose qui est maintenant obligatoire pour certains projets. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur ce sujet et 2 scientifiques m'avaient expliqué que ces compensations, elles pouvaient avoir de grosses limites. Le résultat de ce qui est recréé est parfois pas du tout à la hauteur de ce qui a été détruit. Alors ici, je me suis demandé quelles sont les garanties. C'est une carte des travaux. Et à droite, donc c'est la même carte, mais en rose, c'est ce qui est considérées comme étant zone compensatrice. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces zones-là sont sur les remblais du canal. Dans le bilan, il y a énormément de compensations qui sont en fait des remblais. Donc, ne sont pas du tout des zones de compensation dans lesquelles les animaux pourraient se réfugier une fois les travaux démarrés, mais plutôt l'inverse. On va tout détruire, puis on verra après s'ils reviennent. C'est une photo que j'ai prise le 28 juillet. C'est une zone qui a été compensée avant les travaux. Fin août, je suis retourné sur le site pour le présenter à quelqu'un, et en fait, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que les plantations qui avaient été initiées à un moment donné, en fait, aucune n'a prise. Donc, pas de bol, ils en ont replanté alors que c'était la période où ça gelait. Donc, malheureusement, ça risque là non plus de ne pas reprendre. Mais donc, l'idée qu'on serait capable de créer déjà juste du remboisement comme ça, ça marche ou ça marche pas. Enfin, c'est pas nous qui décidons. Mais alors, les zones humides, c'est encore pire. Il y a des milieux qui présentent des enjeux et une richesse biologique très forte, notamment la vallée de la Somme, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on réalise à ces endroits des ouvrages exceptionnels pour pouvoir préserver ces milieux d'une richesse très importante. Après, il y a des milieux plus faciles à reconstituer. Alors, je pense notamment à des mares qui accueillent des amphibiens. C'est quelque chose qui aujourd'hui est assez bien maîtrisé. On réalise des mesures compensatoires
enfin qui rendent les mêmes fonctions biologiques que celles qui ont été impactées. Dans un avis favorable sous conditions rendu en 2020 et portant sur une partie du tracé dans l'Oise, le Conseil national de la protection de la nature salue plusieurs mesures mises en place. Mais parmi les points d'amélioration, cet organisme indique notamment que les mesures de gestion sur les sites de compensation sont hypothétiques et restent liées à la qualité et à la compétence de l'organisme qui sera retenu pour les gérer. Les promoteurs, ils promettent un suivi scientifique pour garantir l'efficacité des gains sur le long terme. L'équivalent de 1 million de camions en moins chaque année sur les routes, c'est une des promesses phares pour justifier le projet. Alors qu'en est-il ? La raison d'être du projet, c'est la transition écologique. Quand on compare le transport par bateau et par camion, ça peut paraître intéressant pour l'environnement. Déjà, sur l'énergie, le fluvial consommerait environ 5,5 fois moins que les camions par tonne transportée sur 1 km, selon l'autorité environnementale. Et sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc le réchauffement climatique, le fluvial en émettrait entre 3 et 8 fois moins que les camions, en fonction du type de bateau et de la distance, selon le cabinet Carbone 4. Le projet il permet de réduire à l'horizon 2070 les émissions de carbone de 50 millions de tonnes, ce qui représente 1 million de camions en moins sur la route par an. Mais alors, est-ce que le canal peut vraiment permettre de retirer ces camions de la route ? Dans son avis de novembre 2022, l'autorité environnementale relève plusieurs limites à ces projections. Déjà, par exemple, ces hypothèses, elles se basent, je cite, sur un transfert modal effectif, c'est-à-dire que des marchandises qui auraient dû être transportées par la route soient effectivement transportées par le bateau. Qu'on ne remplace pas des camions qui viennent de partout, qui vont partout et qui transportent des marchandises très variées par des bateaux de 3000 tonnes, par exemple, qui ne vont que sur un seul axe. En transportant un grand volume de marchandises, on peut abaisser de manière très significative les coûts de transport. Il y aura davantage encore de céréales qui vont pouvoir passer par la voie d'eau, alors qu'aujourd'hui, en fait, elles sont transportées par la route. On est bien sur une logique de report modal et non pas une logique de plus transporter et plus loin. C'est pas ça du tout l'objectif du canal Seine-Nord-Europe. L'objectif du canal Seine-Nord-Europe, c'est effectivement de permettre aux entreprises de basculer depuis la route qu'elles utilisent aujourd'hui de manière très majoritaire vers un mode plus propre qui est la voie d'eau. Et ça, selon l'autorité environnementale, ça suppose des politiques publiques dont les résultats soient probants, voire d'obligations externes contraignantes. Autre exemple, ces projections se basent sur une croissance entre 2016 et 2070 de 1,6% par an. C'est, selon l'autorité environnementale, manifestement surévalué. Plus récemment, les promoteurs ont fourni de nouvelles simulations avec des hypothèses qu'ils jugent réalistes. Quand on plonge dans les 13 000 pages des études qui ont été soumises récemment à enquête publique environnementale, on découvre que le canal doit, pour être justifié, s'accompagner d'une croissance importante des flux de transport, laquelle augmentation s'accompagnerait d'une augmentation des poids lourds. Ils annoncent 1 million de camions en moins. Mais 1 million de camions en moins par rapport à quoi ? En fait, c'est 1 million de camions en moins par rapport aux 6 millions de camions en plus qu'il va y avoir. Non, d'imaginer qu'il y aura une réduction du trafic, c'est du greenwashing total. Cette augmentation est totalement illusoire et déconseillée par toutes les personnes qui savent que pour le climat, on ne doit pas faire augmenter le flux de transport. Dernier point, les directives européennes parues en 2024 imposent la décarbonation des poids lourds à brève échéance et du coup la totalité de l'argumentaire publicitaire et mensonger du canal disparaît puisqu'il n'y a plus de CO2 à gagner de ce côté-là. Les améliorations technologiques qu'on peut espérer dans le domaine routier, on aura exactement le même type d'évolution sur le mode fluvial. Selon l'avis de l'autorité environnementale de 2022, les coûts d'investissement de ce programme Seine-Esco s'élèveraient à 8,1 milliards d'euros pour la partie française. Vu ce coût, j'ai aussi voulu savoir s'il n'y avait pas d'autres alternatives. La Seine a une capacité technique de transporter 4 fois plus qu'actuellement. Il est évident que la voie, c'est la voie Le Havre-Paris pour ce qui concerne la desserte de l'Île-de-France. Faisons un usage logique de la Seine, évitons d'aller plus au nord décharger des marchandises dans les ports, notamment Anvers, le premier port d'import pour les marchandises françaises et qui actuellement fait redescendre beaucoup de camions par l'autoroute A1. Si le projet aujourd'hui il est financé par l'Europe, par l'État français, par les collectivités territoriales, c'est bien parce que il a des bénéfices environnementaux très très forts.
Merci d'avoir regardé cet épisode des Doc Nature, j'espère qu'il vous aura appris des choses. Ce projet il est aussi colossal par la taille des dossiers. Il y a énormément d'enjeux différents et beaucoup de dossiers avec des arguments, des contre-arguments sur des milliers de pages. J'ai donc essayé de me concentrer sur certains points et sur certains exemples. Pour aller plus loin, je vous mets plein de sources sous la vidéo YouTube et vous pouvez aussi apporter vos pistes de réflexion dans les commentaires. Plus largement, je me suis demandé ce que pouvait concrètement changer ce canal pour les régions autour. Les experts nous disent que pour les Hauts-de-France, on serait, après quelques années de mise en service, autour de 15 000 emplois. C'est à prendre avec prudence, évidemment, ce sont des projections. On comprend que la population soit très sensible à des promesses de création d'emplois, mais franchement, créer des emplois en détruisant autant l'environnement, alors qu'il existe des vraies créations d'emplois telles que dans le domaine de l'agriculture moins industrielle. On a un enjeu très fort en France et en Europe, c'est de réindustrialiser notre pays, notre continent, pour être moins dépendant notamment de l'Asie. Et donc forcément, on ne va pas réindustrialiser le pays comme au 19e siècle ou au début du 20e. On va réindustrialiser le pays en offrant aussi des solutions logistiques à la fois économiques et à la fois écologiques. Le fluvial correspond à ces enjeux-là. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont participé à la réalisation de ce documentaire. Ici, vous pouvez retrouver le précédent épisode sur la compensation écologique. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode des Doc Nature.